j'ai 51 ans, je n'ai jamais vu ni un président de la République, ni un Premier ministre être soucieux de l'argent public. Je n'en ai jamais vu. Bonjour, Michael Perromort. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'être ici dans les locaux de Contribuables Associés, devant les membres de Contribuables Associés et les amis de notre association. Nous saluons également tous ceux et celles qui pourront nous suivre sur notre chaîne YouTube, puisque cet entretien-débat est enregistré. Alors, je vous présente Michael Perromort. Vous êtes le chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin à Paris. Vous êtes l'auteur, avec le journaliste Patrick Chen, de Le Stade 2, plaidoyer pour l'hôpital public. Un patient et son médecin témoignent. Et c'est un ouvrage qui est sorti chez Plomb en 2018. Et vous avez également publié en 2020 Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit, chez Albin Michel. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, professeur. Alors, vous sachez que, vous qui êtes présent, que Michael Perromort, le professeur Perromort, nous rejoint directement depuis l'hôpital Cochin. Alors, je sais que vous ne comptez pas vos heures, mais expliquez-nous en quoi consiste la journée type d'un chef de service dans un hôpital public. Quelles sont au quotidien les joies et les difficultés que vous rencontrez? Bon, alors, ça dépend déjà de sa discipline. Est-ce que c'est un chef de service de chirurgie ou de médecine, ou de biologie ou de radiologie? Donc, ça dépend déjà de son mode d'exercice, mais au-delà de ça, on a quand même des caractéristiques communes. C'est qu'on arrive aujourd'hui dans un hôpital qui marche beaucoup moins bien qu'il ne marchait il y a 20 ou 30 ans. Alors, les raisons sont très diverses, mais ce qui est sûr, c'est pour avoir connu, j'ai 50 ans cette année, pour avoir connu il y a 20 ans l'hôpital à mes débuts, ça marchait mieux, les choses étaient plus huilées, les gens étaient plus enthousiastes à leur travail et il y avait moins de maltraitance à l'encontre des patients. C'est-à-dire, globalement, les choses fonctionnaient. Aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait le cas. Alors, il y a bien sûr des disparités selon les hôpitaux, selon les régions et selon même les services au sein d'un même hôpital, mais c'est vrai que quand on arrive le matin, on s'attend surtout aujourd'hui à gérer des dysfonctionnements, à essayer de répondre à des problèmes plutôt qu'à répondre à notre cœur de métier, chose qu'on faisait jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui, une journée type, bien sûr, consiste à consulter, à opérer. Vous arrivez tôt le matin, je crois, vous racontez dans un ouvrage, dès 7h30, vous faites le tour du service. Moi, j'arrive à 7h10 dans le service. Je fais le tour des messages, des mails. Je vais avec les infirmières d'hospitalisation vers 7h20, 7h25. On prend un café ensemble avec infirmières et aides-soignantes pour faire un petit débriefing. Il faut dire que nous, on se connaît très bien dans le service puisqu'on constitue une espèce de famille, justement, comme c'est en train de se perdre malheureusement. Mais chez nous, en tout cas, ça a pu être… au service d'urologie de l'hôpital. Service d'urologie à Cochin. On discute soit des patients, soit des problèmes d'organisation, soit de situations personnelles des uns ou des autres. Et puis après, il y a la visite des patients vers 7h35, 40 avec les internes et les chefs de clinique qui arrivent. Et à 8h, les gens se séparent. Certains vont au bloc, d'autres vont en consultation. Voilà. Donc ça dépend des jours, ça dépend des plannings des uns et des autres. Et puis… en ce qui me concerne, je pars après, le soir, il est 7h, 7h30, 8h, et je pense aux problèmes que je vais avoir le lendemain. Sachant que le lendemain, et puis aussi le week-end, souvent vous rendez le week-end pour… Il ne faut pas noircir le tableau, il y a aussi beaucoup de satisfaction encore dans le métier, qui reste un métier valorisant, mais la satisfaction aujourd'hui vient essentiellement des soignants et des patients, et non pas des gens qui nous dirigent, hélas. Donc, il ne faut pas non plus dire que tout est fichu, que tout est… C'est bien dit dans vos propos, hein, dans vos deux ouvrages, vous expliquez que vous êtes là pour vous défendre le service public. Moi, je reste très heureux et très fier de travailler à l'assistance publique,
malgré toutes les difficultés qu'on y rencontre. Vous nous disiez donc que le service d'urologie est une famille qui a été marquée par peut-être celui qu'on peut appeler votre mentor, que beaucoup de Français connaissent, qui était Bernard Debré, qui a été votre chef de service à vos débuts à Cochin. Donc Bernard Debré, médecin célèbre, homme politique aussi, il fut ministre de la coopération sous Jacques Chirac, également député de Paris. Il est décédé en 2020. Nous, Bernard Debré, c'est quelqu'un qu'on a bien connu à Contribuables Associés. Je pense que certains d'entre vous s'en souviennent. Nous l'avons régulièrement reçu. Nous lui avons régulièrement ouvert également les colonnes de nos publications, de nos différentes revues. Nous le recevions au minimum une fois par an. À l'époque, nous avions encore une émission de radio. Alors en fait, ce qui se passait, c'est qu'en général, on l'invitait, c'est Benoît Taffin qui à l'époque animait cette émission, on invitait Bernard Debré un petit peu entre la Noël et le jour de l'an pour faire le point, faire une revue d'effectifs entre guillemets de l'année passée et de voir ce qui s'était passé en termes que ce soit politique, l'actualité des contribuables et puis aussi la vie de l'hôpital. Et nous étions toujours très heureux d'entendre Bernard Debré. Et à cette occasion-là, j'ai retrouvé des propos qu'il tenait déjà dès 2009, où il disait déjà tout le mal qu'il pensait de la reprise en main de la médecine par l'administration. Et vous, donc, Michael Perromort, 15 ans après, votre constat est celui que déjà faisait votre chef de service à l'époque. Oui, bien sûr. Alors l'administration au sens large, l'administration c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. L'administration, c'est toutes les strates, ce sont les agences nationales de santé, les agences régionales, ce sont les groupements d'hôpitaux, ce sont aussi les directions hospitalières, les sous-directions, les adjoints, les directeurs. Bien évidemment, il n'est pas question de cibler les personnes en tant que telles, qui bien souvent sont d'ailleurs tout à fait agréables et de bonne volonté, mais c'est le système qui a été mis en place. Le problème vient du système qui s'est tellement alourdi que les forces d'inertie maintenant sont devenues malheureusement plus importantes que les forces créatrices. Et donc, un des problèmes de l'hôpital, il y en a d'autres, c'est que les projets n'avancent plus parce que c'est trop lourd, il y a trop de commissions, il y a trop d'instances diverses et variées. À l'époque où Bernard Debré, qui effectivement a été mon mentor, était chef de service, quand il y avait quelque chose à faire, une consultation à ouvrir ou bien une salle d'op à équiper, eh bien, il passait un coup de fil au directeur de l'hôpital. C'était oui, c'était non, mais en tout cas, c'était facile. Et 15 jours après, la chose, si les moyens financiers étaient là, se concrétisait. Aujourd'hui, il faut passer par beaucoup de commissions au sein de l'hôpital, puis par d'autres commissions au sein du groupe hospitalier, puisque les hôpitaux ont été réunis eux-mêmes dans des groupes hospitaliers. Il y a souvent la faculté, il y a l'ARS, il y a parfois d'autres instances diverses et variées. Et le plus souvent, 95 fois sur 100, le projet n'a pas lieu. Et ça n'est pas uniquement pour des raisons financières, même si ça compte beaucoup. C'est aussi et surtout parce qu'encore une fois, les forces d'inertie bloquent et les gens se découragent. Les responsabilités se sont diluées, quoi. Voilà, plus personne ne décide finalement aujourd'hui. Hein. C'est ça le problème, c'est que les gens agissent dans des commissions un peu en silo, mais il n'y a personne qui, in fine, emporte la décision. Donc moi, je ne veux pas cibler des personnes en particulier. C'est trop facile de dire que c'est la faute du directeur d'hôpital parce que lui-même est soumis à une bureaucratie qui tétanise son hôpital et lui-même aimerait avoir plus de pouvoir et les mains et les coudées beaucoup plus franches. Sauf que lui doit en reporter au directeur général de l'assistance publique qui, lui, doit rendre des comptes aux agences régionales de santé, etc. etc. Donc c'est surtout la multiplication des strates administratives, plus que les personnes, qui a fichu en l'air le système. Vous parlez des strates administratives, mais aussi ce système de normes. Alors je pense que maintenant, beaucoup d'entre nous ont pu le savoir, parce que c'est des sujets qu'on évoque beaucoup depuis la crise de Covid, mais on connaît le ratio important dans l'hôpital public en France du nombre, par exemple, de personnels non soignants. Il est de plus de 30%, 33%, un tiers des personnels de l'hôpital sont des non soignants. Pour une comparaison internationale, en gros, en Allemagne et en Angleterre, c'est 1 sur 5. Voilà, donc il y a une suradministration, ce qu'on énonçait déjà, comme je vous le disais, à son époque, il y a une quinzaine d'années, M. Debré. Donc voilà ce qui est aujourd'hui, on va dire, d'un point de vue statistique, ce que sont les chiffres.
Et ce qui ressort de vos ouvrages et de vos différents témoignages, c'est au-delà de donc, cette présence forte de l'administration, c'est aussi des règlements, des normes qui sont là, qui sont édictées, qui sont données au personnel soignant et notamment aux chirurgiens et qui, quelque part, les met parfois en incapacité de faire correctement leur travail. Oui, absolument. On a développé beaucoup d'outils, je déteste ce terme, mais c'est comme ça qu'il faut l'appeler, d'outils de reporting. Les cadres de service qui autrefois accompagnaient les infirmières au chevet des patients, aujourd'hui passent leur temps devant des ordinateurs à remplir des tableaux Excel pour faire du reporting dont on ne sait d'ailleurs jamais vraiment s'il est in fine analysé. Et puis en effet, on a des normes en permanence, que ce soit de la Haute Autorité de Santé ou de l'Agence Régionale de Santé qui inondent les directions hospitalières, qui elles-mêmes sont obligées de les répercuter sur les services. Et ça devient un calvaire. On ne peut quasiment plus rien faire aujourd'hui sans soumettre des projets qui vont passer 5, 10, 15 étapes, ne serait-ce que pour vérifier qu'elles correspondent bien aux normes. Aux normes. Ouais. Donc, avant même de lancer le projet en lui-même, quoi. Absolument, avant même d'évaluer la pertinence ou le coût de ce projet, ne serait-ce que pour voir s'il répond aux normes en vigueur. Vous imaginez au bloc opératoire le nombre de normes aujourd'hui auxquelles il faut répondre avant de pouvoir lancer un protocole, par exemple. Donc c'est absolument affligeant. Ça existe dans l'hôpital comme dans tous les autres métiers, il faut bien le dire. L'hôpital, en fait, vit la même chose que vivent toutes les autres institutions françaises. Et même dans le privé, même dans les cliniques privées, moi j'ai beaucoup de collègues qui travaillent dans le privé, ils sont soumis exactement au même type de normes. Donc ce qui caractérise l'hôpital en plus et qui complique par rapport aux cliniques privées, c'est le volume. C'est que l'hôpital est très très gros et regroupé en groupements d'hôpitaux, donc il y a 1 ou 2 strates supplémentaires. Et le volume de patients, le volume d'activité fait que c'est encore pire. Mais si vous interrogez quelqu'un qui travaille dans une clinique privée, même une petite clinique qui fait 1000 actes chirurgicaux par an, ce qui est peu par rapport à un gros hôpital, eh bien les mêmes normes se sont infiltrées partout. Je cite Patrick Chen, avec qui donc, vous avez écrit le stade 2, parce que donc, Patrick Chen a été votre patient. Il dit très vite au début de l'ouvrage « Je me dois de mettre en lumière le fossé découvert, celui qui se creuse entre les administratifs, gestionnaires à coups de tableaux Excel et les opérationnels dont le seul dessein est de se mettre au service des malades. » Donc, c'est ce qu'il disait. Patrick Chen, c'est sa grande découverte quand il est arrivé à l'hôpital. Et à un moment, dans votre second ouvrage, vous avez une anecdote autour des logiciels de suivi, de rendu des travaux des médecins. Et vous expliquez qu'en fait, ces logiciels de suivi, donc qui sont avalisés et suivis au quotidien par l'administration, en fait, concernent les personnels soignants, mais pas les personnels administratifs, qui eux n'ont pas, entre guillemets, de logiciel espion comme vous en avez un. Oui, alors nous, on est effectivement dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, par exemple, est répertorié et tracé. Par exemple, tous nos actes chirurgicaux, nos consultations, notre planning, pour utiliser le terme approprié, tout ça est centralisé sur des logiciels informatiques et sont à la disposition des gestionnaires. En revanche, nous, si on voudrait avoir un œil sur l'emploi du temps des gestionnaires, là, on peut toujours se lever tôt. Donc c'est vrai que c'est à sens unique, ça crée beaucoup de ressentiment, il faut bien le dire. C'est une forme de vexation pour certains, parce que nous, véritablement, tout ce qu'on fait doit être tracé et doit remonter, comme on dit. En revanche, ce qui se passe chez les gestionnaires, encore une fois, l'administration au sens large, il ne s'agit pas de parler de telle ou telle personne, ça c'est fait en totale opacité. En totale opacité. Oui, vous dites qu'un jour, en fait, vous vous rendez compte, en allant voir votre directeur ou le cadre administratif, qu'il est au courant, vous revenez d'opération et vous dites « Ah, mais vous avez fait vite !» Et vous ressortez du rendez-vous et vous dites « Mais comment il a pu savoir ça ?» Et c'est là que vous comprenez qu'effectivement… Il a fait 4 ou 5 clics sur le logiciel commun, il a vu que j'avais opéré tel patient, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. Alors pour revenir sur ce rapport, vous dites, en gros, il y a une triade entre guillemets à l'hôpital qui est les soignés, les soignants et les gestionnaires.
Et avant, vous y mettez une hypothèse, vous estimez que véritablement, il y a une volonté de prise de pouvoir quand même, d'une certaine administration sur le corps des médecins. Vous pouvez nous expliquer ça, parce que c'est extrêmement intéressant. Alors, moi, je crois que, bon, encore une fois, ça ne touche pas que les médecins, parce que chaque personne que j'interroge vit plus ou moins la même chose dans son domaine. Je pense que c'est un retour de manivelle très brutal de la fameuse époque des mandarins. C'est-à-dire qu'il y a eu, par le passé, à l'époque où les chefs de service avaient les pleins pouvoirs, non seulement sur le personnel, mais aussi sur l'administration. J'ai connu la fin de cette époque, mais je l'ai vu, je l'ai vécu. Eh bien, il faut dire aussi, il faut le reconnaître, qu'il y avait des abus de la part des médecins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire que les médecins sont tout blancs et l'administration tout noir. Il y a eu beaucoup d'abus de la part des médecins, beaucoup de mépris vis-à-vis des instances administratives, et je crois tout simplement que c'est un retour de bâton. Et ce qui serait souhaitable, et d'ailleurs le président de la République en a lui-même parlé, c'est de remettre le curseur au milieu tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'administration au-dessus des soignants, avec un fossé qui s'est creusé ces 20 dernières années, il faut maintenant travailler main dans la main, en bonne intelligence, tous les deux à égalité, pour que les choses avancent. Parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement bloqué. Ce qui est bloqué aussi, c'est le système France, vous en parlez un petit peu. Et par rapport à l'hôpital, on a un peu le même sentiment, nous contribuables, que celui qu'on peut avoir par rapport à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on entend toujours plus de moyens pour l'éducation nationale, quelque part toujours plus de moyens de l'hôpital. On voit en gros, on regardait tout à l'heure, ici, c'est 100 milliards par an, les établissements publics, la dotation annuelle. Il y a eu, c'est pas pour critiquer, hein, évidemment, c'est fondamentalement, c'est essentiel. Il y a eu différents réajustements salariaux nécessaires là aussi, parce que ce qu'on ignore, c'est que la France est un des pays qui dépense le plus pour sa santé, mais c'est la France aussi qui a les infirmières les moins bien payées d'Europe. Les médecins aussi, c'est pas tellement ça, parce qu'à formation égale, la plupart des médecins en France sont bien moins payés que leurs homologues européens ou internationaux. Mais il n'empêche, donc beaucoup de dépenses, des revalorisations qui sont nécessaires, mais en même temps, on a l'impression que rien ne bouge et que les personnels sont toujours aussi mécontents. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ce n'est pas tant les moyens qui manquent, c'est l'organisation, encore une fois? Il y a beaucoup de choses. Il faudrait vraiment, là, pour le coup, rentrer dans les détails, j'en aurais pour des heures, mais disons qu'il faut voir le système global de la santé comme un triangle. Il y a 3 types d'acteurs. Il y a les patients, qui sont les soignés. Il y a les soignants au sens large, ça peut être l'infirmière, le médecin, le kiné, le psychologue, et puis les gestionnaires. Ce qui se passe depuis 20 ou 30 ans, c'est que les coûts liés à la gestion, à toutes ces strates administratives, ont explosé. D'abord sur les salaires, puisqu'on a de plus en plus de personnes dans la partie gestionnaire, donc ça coûte cher en coût direct, mais aussi et probablement surtout en coût indirect, parce que toutes ces procédures, toutes ces normes, tous ces règlements qui paralysent l'hôpital coûtent très cher aussi en coût indirect, parce qu'on perd en productivité, en efficacité. Donc les budgets qui sont affectés à la gestion explosent. Simultanément, la demande de soins et le coût des traitements chez les soignés explosent. Les traitements sont de plus en plus coûteux, la population vieillit et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, alors qu'à une époque on mourait d'un cancer ou d'un infarctus, eh bien on survit, on y réchappe, on en fait un deuxième, un troisième, et on a des gens qui arrivent à 90 ans, qui sont plutôt bien portants, mais qui ont beaucoup de pathologies, et donc avec des coûts de traitement qui sont très élevés. Or, il a été fait le choix par nos instances, c'est un choix de société, un choix politique, de faire payer assez peu aux patients. On est le pays où le reste à charge, alors certains vont sans doute crier au scandale, mais le reste à charge en France, pour les soins liés à la santé, est le plus faible des pays de l'OCDE. Il est à 6,9%. Sur l'enveloppe globale du coût de ces traitements chirurgicaux, médicaux, c'est 6,9% qui est à la charge des patients. C'est le taux le plus faible des pays de l'OCDE et il diminue année après année, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Or, l'enveloppe globale, elle est incompressible. Donc, où est-ce qu'on va faire les économies? C'est sur le troisième secteur, c'est-à-dire sur les soignants. C'est pour ça, de mon point de vue, que les hôpitaux ne sont pas rénovés.
C'est pour ça qu'on n'investit plus dans la recherche pour la médecine. C'est pour ça que les infirmières sont très mal payées par rapport à leurs homologues européennes. Il y a bien un moment donné où il faut prendre de l'argent. Donc, le surcoût lié à la progression exponentielle des gestionnaires et des strates administratives, en maintenant des frais tout à fait acceptables pour les Français, qui sont, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte, tout à fait respectables par rapport aux autres pays. Donnez-nous un exemple concret. Les bons de transport. On dépense chaque année 5 milliards. La sécurité sociale dépense 5 milliards par an en bons de transport. Alors, parmi ces bons de transport, il y en a 10% qui sont justifiés parce que les patients ne peuvent pas. Ils sont invalides, ils ont un fauteuil roulant, etc. Il y en a 90% qui sont indus. Sur 5 milliards. 5 milliards par an. On est le seul pays, la France est le seul pays où la sécurité sociale paye les bons de transport, que ce soit les taxis ou les ambulances, aux usagers. 5 milliards par an. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. 5 milliards, c'est presque les 2 tiers du budget actuel de la justice en France. Il faut s'imaginer. Donc, où est-ce qu'on fait les économies? C'est sur les soignants. On reviendra tout à l'heure parce qu'en fin d'entretien sur vos propositions, parce que vous avez des propositions extrêmement intéressantes, parce que ces ouvrages sont voilà, un témoignage d'un médecin de ce qu'il vit au quotidien, mais aussi vous avez des propositions qu'on pourra écouter tout à l'heure. Revenons sur les patients. Vous dites qu'effectivement, les patients, ils sont pour quelque chose quand même dans ce système qui ne va plus, et notamment vous dites que les comportements ont beaucoup changé depuis 10-20 ans. Oui, les comportements des patients, comme pour le reste de la société d'ailleurs, ont énormément changé depuis 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que, encore une fois, moi c'est quelque chose que j'observe, et je sens que ça va râler dans l'assistance, les patients se comportent de moins en moins bien. Quand ils arrivent à l'hôpital, tout leur est dû, ils veulent un rendez-vous tel jour, on leur donne, 2 heures avant, ils l'annulent, quand ils prennent la précaution de l'annuler, ou une date opératoire, finalement, ils vont se faire opérer à un autre endroit. Donc, je sais que c'est très difficile à entendre parce que simultanément, et c'est un des paradoxes de notre système, il y a beaucoup de déserts médicaux. Donc, vous avez beaucoup de patients qui ont des difficultés d'accès aux soins, à un médecin, et de plus en plus. Par contre, quand ils ont accès aux soins, ils en abusent. Et donc, on a des bons de transport qui sont totalement injustifiés. On a 2 tiers de passages aux urgences à l'hôpital public qui ne sont jamais payés par les patients. Les factures sont envoyées à domicile. Les factures ne sont pas recouvrées. 2 tiers des passages aux urgences à l'hôpital public en France non suivis d'admission, 2 tiers ne sont jamais payés par les patients. Juste une question, il n'y a pas un service à l'hôpital ou un service général de la santé qui est là pour justement travailler, faire en sorte que... Sur la facturation, voilà, ces factures soient recouvrées. Les patients le savent. Ouais. Il suffit, quand vous donnez votre adresse, quand vous arrivez aux urgences et que vous donnez votre adresse, de faire une erreur volontairement sur, par exemple, le numéro de la rue, sur l'orthographe, et vous ne serez pas, je ne devrais pas vous le dire. Ce que j'allais dire, ne pas refaire chez vous, hein. Ouais, on va couper. Vous ne serez pas obligé de payer. Donc les services de facturation se font beaucoup avoir. Sans parler de, bon, c'est un autre débat, mais des gens qui n'ont pas de prise en charge, des étrangers, etc. Vous parlez notamment... Notre système, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et contrairement à ce qui se dit par certains de mes collègues, est très, très généreux, et il est même trop généreux. Le problème de notre système, c'est qu'il est en train de s'effondrer, parce qu'il y a des déserts médicaux partout, parce que la qualité des soins est en train de baisser. En revanche, on ne peut pas dire qu'il n'est pas généreux. Le système est très généreux, et je dirais même, mais on aura l'occasion d'en reparler, qu'à mon avis, c'est parce qu'il est trop généreux qu'il s'est dégradé à ce point. Allons-y tout de suite sur ce chapitre à ce moment-là, oui. Qu'est-ce qui a fait, ou qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que les Français, quelque part, devraient participer à ce système? Vous estimez, je crois, que les soins de confort, que vous n'appelez pas de confort, hein, excusez-moi, je ne connais pas le terme médical précis, mais qu'en gros, pour les opérations lourdes, effectivement, nous continuerons d'être protégés et de ne pas avoir fait... Alors, c'est un tabou que d'évoquer ce sujet, mais je pense que c'est inévitable.
Les pathologies qui sont lourdes, avec des traitements coûteux, on parle par exemple de chimiothérapie ou de nouveaux traitements innovants, traitements ciblés pour telle ou telle pathologie rare, de mon point de vue, doivent rester remboursés à 100%. C'est une question de solidarité nationale. En revanche, toutes les pathologies légères qui constituent, je dirais, 80% du quotidien de la masse, de mon point de vue, devraient être soit à la charge des patients, soit à la charge des complémentaires. C'est très difficile. Une question bête et méchante, mais par exemple, quelqu'un qui se casse un bras, une jambe, voilà, dans quelle catégorie classez-vous ce type d'intervention? Je pense qu'il doit être vu en urgence, quelles que soient ses ressources financières, mais que derrière, on doit lui demander de payer. Intégralement ou juste une participation? Intégralement, sauf bien sûr que la plupart des gens sont couverts par une mutuelle. Le problème qu'on a aujourd'hui, parce que c'est tout l'ensemble qu'il faut revoir, c'est que les mutuelles remboursent assez peu. Oui, c'est très intéressant. J'ai découvert des choses sur le système des mutuelles. En France, les mutuelles remboursent très peu. Vous dites qu'en gros, il y a une hypocrisie totale sur les mutuelles. Les sont privées sont mises d'accord avec la sécurité sociale. Et vous dites, mais mince, je ne comprends pas que ces entreprises, quelque part, soient à la botte de l'État. Absolument. Parce qu'en fait, c'est un jeu de dupes entre les deux. Et d'ailleurs, les mutuelles, moyennant une baisse du taux de remboursement par les mutuelles, l'État a obtenu que les mutuelles augmentent après les taxes et payent l'État. Le fameux taxe d'1 milliard ou deux. Ouais, c'est Fillon qui avait mis ça. Ouais. Non, avant. Avant. D'accord. Donc voilà, c'est un message qui est très difficile, qui passe pour un message antisocial, mais à mon avis, la seule façon vraiment de s'en sortir aujourd'hui, compte tenu de l'explosion des coûts liés notamment à la démographie, serait, à mon avis, de rembourser à 100% et pour tout le monde ce qu'on considère comme un panier de soins essentiel et de laisser le reste à la charge. Aujourd'hui, il y a quand même entre 15 et 20 millions de personnes qui ne payent rien, je dis bien zéro, y compris 15 à 20 millions, qui payent rien de leur poche pour des soins courants. Alors, c'est très difficile à mettre en place parce qu'il faut bien analyser finement quel panier de soins il faudrait rembourser. Et on peut, comme en Allemagne d'ailleurs, ça se fait au Parlement, régulièrement, réévaluer le périmètre de ce panier de soins en fonction des finances publiques. Et ça, ce serait une approche très fine. Mais c'est un tabou tel que c'est absolument impossible. C'est peut-être une approche dont on est capable. Vous en parlez un petit peu ce fameux système de l'assurance maladie en Alsace-Moselle. Où les remboursements sont supérieurs à ce qu'ils sont dans le reste de la France, et pourtant le régime est bénéficiaire. Justement, c'est parce que le régime est bénéficiaire qu'on rembourse mieux. Et pourquoi est-il bénéficiaire alors? Je vous attends là-dessus. Parce qu'il est, à mon avis, mieux organisé, beaucoup plus rigoureux, et je pense qu'il y a moins, surtout, de fraude. Parce qu'il y a plus de contrôle aussi? Et il y a plus, probablement, alors je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas expert de la question, mais je pense, à mon avis, qu'il y a plus de contrôle. Notre système à nous n'est pas du tout contrôlé, je peux vous le garantir. Moi, j'assiste tous les jours à de la gabegie absolument énorme. Quels sont, voilà, parlons de gabegie, Anthony, mais quels sont les gaspillages En France, vous pouvez le lundi aller chez le pharmacien acheter 4 bouteilles de sirop ou flacons de sirop, et le mardi, le lendemain, aller chez un autre pharmacien et acheter 4 bouteilles de sirop. Avec la même prescription, c'est possible? Avec 2 prescriptions différentes, si vous voulez. Il n'y a pas de contrôle. C'est très paradoxal, parce que la France est un pays à la fois très contrôlé au niveau des soignants, mais pas du tout contrôlé au niveau des usagers. Vous dites que vous avez tout le temps la pression pour réduire les coûts, etc., mais que derrière, oui, c'est la gabegie manifeste. Alors, quand vous allez chez le pharmacien, lui-même vous incite à ne pas payer. Et vous dit, vous n'avez pas la carte vitale de votre fille ou de... Moi, je paye tous mes médicaments. À chaque fois, on insiste pour que je paye, que je me fasse rembourser. Que je me fasse rembourser. Et on a parlé un petit peu de l'état d'esprit qui change chez les patients. Il n'y a pas que ça, enfin, il y a tout le reste. En chirurgie, par exemple. Vous savez qu'en France, on est le pays où 30% des interventions chirurgicales et des actes médicaux sont considérés comme inutiles ou redondants. C'est lié à le nouveau système de tarification aussi, ce que vous expliquez? C'est lié au fait que, pas seulement, d'abord, oui, il y a une course à l'acte, ça c'est sûr, mais aussi c'est lié au fait que les médecins, et ce sont les médecins qui sont fautifs, comme le reste à charge est faible et qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris à charge à 100%, s'autorisent à prescrire
tout un tas d'examens et de bilans inutiles. Par exemple, un scanner. Vous avez fait un scanner il y a 1 mois, vous venez chez le médecin, vous avez oublié le scanner chez vous. Au lieu de dire allez chercher le scanner et revenez, il va vous en represcrire un. Mais bien sûr, puisque vous êtes pris en charge à 100%, lui, il n'a pas, si vous voulez, cette rigueur, puisque de toute façon, c'est la collectivité qui paye. Vous dites à ce sujet-là... Des exemples comme ça, il y en a tous les jours. Il y a l'ambulatoire, par exemple, ou les urgences. Vous expliquez que pour des raisons de financement des hôpitaux, quelque part, les urgences ont intérêt, les hôpitaux ont intérêt à ce que les urgences restent pleines, parce que ça leur rapporte plus que d'envoyer les gens vers leur médecin de ville. Pareil sur l'ambulatoire aussi, il y a des façons, voilà, l'ambulatoire n'est pas toujours pratiqué parce que ça permet de... Course à l'activité, soit pour des raisons dans les établissements privés, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de maintien du personnel ou des lits. Si vous baissez trop d'activité, eh bien, la direction va vous fermer des lits ou supprimer une infirmière, par exemple. Donc il y a une course aux actes qui est quand même assez pernicieuse d'une manière générale. Et il y a le fait aussi que tout le monde est déresponsabilisé, puisque, encore une fois, et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord dans cet assistant, les soins sont quand même très souvent pris en charge en France. Par exemple, un diabétique qui est pris en charge à 100% pour son diabète paiera très très rarement pour une infection urinaire parce qu'on considère que c'est lié au diabète. Et donc ça va être pris en charge en ALD, alors que ce n'est pas nécessairement lié. Donc on a un système qui est très très généreux. Mais si vous dites ça aux patients français, vous vous faites bien sûr conspuer puisque... Alors, il y a l'état d'esprit des patients qui a changé, il y a l'état d'esprit aussi des soignants. Hein, vous parlez beaucoup des médecins, des secrétaires, de toute cette sphère hospitalière. Et vous dites qu'il y avait quelque part un avant, un après. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Mais on est triste à en lire parce que vous parlez même bien avant la crise du Covid de gens valeureux qui travaillaient dans l'hôpital depuis de longues années, qui ont démissionné parce que voilà, ils en avaient assez, quoi. Alors là, il y a un phénomène nouveau qui est encore pire. À une époque, jusqu'à il y a, je dirais, 5 ou 10 ans, les gens qui étaient motivés, en fait, prenaient le dessus et tiraient vers le haut les gens qui travaillaient peu, étaient moins impliqués, etc. Aujourd'hui, le rapport est en train de s'inverser, mais ça, c'est un phénomène sociétal qui s'est ajouté. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup moins impliqués au travail, y compris les soignants. Hein. Et la quête de loisirs et de bien-être personnel prime sur l'implication au travail. Et ça, on le voit dans les jeunes générations en particulier. Nous avons reçu il y a quelques semaines Jérôme Fourquet, l'éminent sondeur, qui nous expliquait ça très bien, voilà, le fameux syndrome de la grande démission. Et donc ça touche tout le monde, ça touche les médecins, les infirmières, ça touche absolument tout le monde, et c'est absolument catastrophique pour l'hôpital, parce que l'hôpital a besoin de rigueur, a besoin d'empathie pour les patients, a besoin parfois de faire plus que les horaires. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire vieux con comme on dit, mais jusqu'à il y a peut-être 10 ans, les gens d'excellence, les gens ambitieux, tiraient vers le haut les médiocres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le rapport s'est inversé et les médiocres tendent à être de plus en plus nombreux et à tirer vers le bas les gens ambitieux. C'est ça qui se passe, mais ça se passe partout. Hein. Donc, il y avait une crise structurelle de l'hôpital qui était liée à une mauvaise gestion, à plein de choses qui ont expliqué ce déclin progressif, cette suradministration, les rémunérations qui étaient trop faibles. Donc ça, c'est quelque chose de structurel qui date depuis 20 ou 30 ans. Et là-dessus, depuis quelques années, c'est ajouter ce phénomène de société qui fait que les gens veulent beaucoup moins s'impliquer au travail. Et donc, on a des infirmières qui, autrefois, venaient faire leur stage d'élèves infirmières dans le service, puis faisaient carrière dans le service pendant 30 ou 40 ans. Celles-ci sont parties ou sont en train de partir, et les nouvelles qui arrivent, la nouvelle génération, va venir 6 mois dans le service, considérer que ce n'est pas ça qu'il lui faut, aller ailleurs, dans un autre service, puis partir faire autre chose, s'installer en intérim par exemple, puis aller faire le tour du monde pendant 6 mois, parce que ça, il paraît que c'est très à la mode. Il y a des infirmières qui vont faire le tour du monde 6 mois pour réfléchir, penser à la vie,
puis revenir, et on est obligé de les prendre puisque de toute façon on manque maintenant de personnel, on ne peut plus faire la fine bouche. Et vous n'avez plus personne ou presque qui fait carrière au même endroit. Or, l'hôpital est un lieu où on a besoin de forces structurantes, liantes dans les services pour la qualité des soins. Hein? On a besoin de connaître les pratiques des uns et des autres, de faire tous la même chose, d'avoir un esprit de corde, un esprit familial, en fait, hein, d'appartenir à une équipe. Et tout ça est en train de voler en éclats. Est-ce que ça vole pas en éclats aussi, pour d'autres raisons un peu plus anciennes, entre guillemets, moi ça fait un peu plus de 20 ans que ça existe en France, mais les 35 heures. 35 heures ont été, bazar, hein, partout 35 heures ont été une catastrophe pour l'hôpital. D'abord, ça a créé de la pénurie de soignants, puisque on n'a pas embauché davantage. Donc, à nombre de personnel équivalent, on a demandé aux gens de travailler moins. Donc, on a créé de la pénurie. On a créé de la pénurie en soignants, ça c'est évident, on l'a vécu. Et surtout, dans l'état d'esprit, ça a été le début de la fin. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, vous pouvez travailler moins en étant payé pareil. Et déjà, sur une lame de fond où les jeunes en particulier commençaient à moins s'investir que leurs aînés, et après, ça a fait un phénomène boule de neige où aujourd'hui, quand on écoute des jeunes soignants, quels qu'ils soient, mais y compris des médecins, je mets tout le monde dans le même panier, parler de leurs problématiques, c'est surtout de savoir s'ils vont aller au ski au mois de mars ou s'ils ont vu tel film, ou tel, plutôt que si elle a appris telle technique de soins. Voilà, donc ça, le recentrage qui était quand même fabuleux et qui était très franco-français jusqu'à il y a 20 ans, sur la qualité et sur l'excellence des soins, est en train de s'évaporer. Vous disiez que au début de votre carrière, quand vous alliez à l'hôpital, il y avait une dimension presque sacrale, quoi, du lieu, des gestes. Les gens étaient fiers d'y travailler. L'hôpital public était connu comme, en France comme étant un hôpital d'excellence. On avait quand même l'OMS nous classait meilleur système hospitalier au monde. Hein, jusqu'à 2000. Jusqu'en 2000 ouais. Ouais. Aujourd'hui, dans un classement européen, on est 14e. En Europe. Donc, ne parlons pas du monde. Donc ça s'est dégrain, ça s'est vraiment franchement altéré. Et il y avait effectivement cette fierté, ce sentiment d'appartenance à une mission. Hein. Mais encore une fois, je pense que c'est la même chose dans les autres secteurs, dans la police, dans l'éducation, dans la justice. Donc c'est un phénomène général qui montre que, je pense, notre pays n'a pas su garder cette ambition collective d'excellence. Voilà. Je pense qu'on en est là, malheureusement, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Ça revient quand même, surtout à la fin de votre deuxième ouvrage, le rôle des politiques en la matière. Vous dites que certains ont pris des mauvaises décisions et maintenant bien sûr, bien sûr. N'assument pas. C'est une série de décisions catastrophiques. Mal pensées. Oui, absolument. D'abord dans la technostructure qui s'est beaucoup alourdie. Ensuite, dans le déni de la valorisation des gens. Une infirmière devrait gagner, de mon point de vue, au moins 30% de plus que ce qu'elle gagne aujourd'hui. Mais en revanche, elle ne devrait pas travailler 35 heures, elle devrait travailler 40 ou 50, comme en Suisse, par exemple. On a beaucoup d'infirmières françaises qui quittent le système français pour s'établir en Suisse, où elles sont payées 2 ou 3 fois ce qu'elles gagnent ici en France. Elles travaillent beaucoup plus, mais elles sont heureuses de travailler plus parce qu'elles travaillent mieux dans des structures propres, bien entretenues, où tout le monde est valorisé, où les patients sont beaucoup plus respectueux qu'en France. Donc c'est un système global qu'il faut changer. Mieux payer les gens, mais aussi, derrière, leur demander plus. Aujourd'hui, vous avez des infirmières, ce n'est pas toutes, hein, bien évidemment, qui, au motif qu'elles gagnent peu, qu'elles sont sans arrêt en RTT, etc., se sont complètement détournées de leur travail. Et il n'y a plus cet esprit d'appartenance. Donc c'est en train de se déliter. Alors, pas partout, il ne faut pas, encore une fois, dire que c'est la fin, pas du tout. Mais en tout cas, ça se dégrade à la fois pour des raisons de lourdeur, de mauvaise organisation, et ce nouveau phénomène de société qui s'est surajouté, qui fait que les gens s'impliquent beaucoup moins dans leur travail et pensent davantage à leurs loisirs. Nous allons continuer cet entretien en donnant la parole aux membres de Contribuables Associés. Sandrine Redman, vous avez recueilli quelques questions de nos membres qui
ne pouvant être présents ce soir, vous les ont transmises par email. On vous écoute, Sandrine, pour 3 questions. J'ai un micro qui ne marche pas, mais j'espère que ça va enregistrer. Vous parliez tout à l'heure des déserts médicaux et je pense qu'autour de nous, nous avons tous cette expérience de notre cousin, notre ami, notre voisin qui nous dit est-ce que tu connais un médecin qui prend des nouveaux patients parce que je n'ai plus de médecin et la réponse est souvent non. Et les médecins, quand vous téléphonez, je ne prends pas de nouveaux patients. Donc, ça devient un problème récurrent en France aujourd'hui. Et suite à l'arrêt du numerus clausus, c'est Michel qui nous pose cette question. Combien de médecins sont formés annuellement et à quel moment nous allons pouvoir donc sortir de ce phénomène de désert médical? Alors moi, je pense qu'on n'en sortira pas. Je ne peux pas dire combien il en faudrait, en théorie, mais je vais vous dire le problème des déserts médicaux. De mon point de vue, il est lié à 2 facteurs qui sont équivalents. Le premier d'entre eux, c'est que, en effet, le nombre de médecins n'a pas suivi l'évolution démographique, c'est un fait, mais aussi, et à part égale, les médecins d'aujourd'hui travaillent beaucoup moins que ceux d'hier. Il faut le dire. On a beaucoup de médecins aujourd'hui qui s'installent et qui travaillent seulement 4 jours par semaine, alors que leurs aînés travaillaient 6 jours par semaine, tout seuls et sans rechigner. Donc, il y a un problème quantitatif qui est celui probablement du manque de médecins, je peux l'entendre, mais il faut aussi dire qu'on n'a jamais eu autant de médecins qu'aujourd'hui en France, en nombre absolu. Pardon ? Quand est-ce qu'on a abandonné le numerus clausus? Parce qu'il y a eu ce problème pendant très longtemps d'avoir un numerus clausus avec des quantités. On ne l'a pas abandonné, il existe toujours. Il a été un tout petit peu desserré. Hein ? Mais moi, je ne fais pas confiance forcément aux nouveaux médecins là, qui vont arriver pour remplir cette carence. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, les histoires de déserts médicaux. Je ne sais pas combien de médecins sortent chaque année. Je ne sais même pas si quelqu'un le sait, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, parce qu'il y a beaucoup d'opacité sur ces sujets-là. Le gouvernement s'est targué d'avoir desserré le numerus clausus, mais j'entends des collègues me dire que c'est faux et qu'en réalité, le numérus est resté le même. Je n'en sais rien. Mais moi, je parle surtout du phénomène qualitatif. Les médecins d'aujourd'hui s'investissent beaucoup moins que ceux d'hier. Pas tous, encore une fois, il ne faut pas stigmatiser tout le monde, mais c'est vrai. Moi, je considère qu'un médecin n'a pas le droit, au regard du serment d'Hippocrate, de ne pas prendre de nouveaux patients. Il n'a pas le droit. Ça veut dire que ça devrait être interdit. Tout simplement. Sandrine, une autre question, s'il vous plaît. Alors, je vais vous poser une question. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas dire du mal ou donner des noms. Et on a une membre de l'association qui pose une question et là, elle va dire du mal. Elle aimerait avoir votre avis sur la loi HPST de 2009 de Roselyne Bachelot, qui semble avoir voulu gérer l'hôpital comme une entreprise. Non, moi, je considère que la loi HPST a été une mauvaise loi. Je l'ai dit et écrit multitude de fois pour 2 raisons. D'abord, c'est une loi alors, sur les centres dentaires. Je ne sais pas si elle a favorisé l'installation des centres dentaires. Je n'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est qu'elle a donné les pleins pouvoirs à l'administration à l'hôpital, à un moment donné où les pouvoirs étaient relativement équilibrés, hein, et on a senti une bascule. À ce moment-là, la loi HPST a légitimé clairement, c'est marqué noir sur blanc, je l'ai lu plusieurs fois, a légitimé l'ascendance de la direction hospitalière sur les soignants. Selon les termes de Nicolas Sarkozy, il fallait un seul patron à l'hôpital. C'est lui qui l'a dit. Donc, de ce point de vue-là, ça a beaucoup caporalisé le fonctionnement de l'hôpital. Et ça a beaucoup tendu les relations entre l'administration et les chefs de service. Premier reproche que je fais à la loi HPST. Le deuxième reproche que je lui fais, mais ça c'est très personnel, c'est la création des agences régionales de santé comme intermédiaires entre l'État et les hôpitaux et les gens de terrain. Moi, je pense qu'il n'était pas utile de créer les agences régionales de santé qui sont entre guillemets, des préfectures sanitaires qui emploient à temps plein
9000 personnes. Hein, il y a 18 agences régionales de santé en France, c'est 9000 personnes. J'ai une amie qui travaille à l'agence régionale de santé Île-de-France, qui est une femme adorable au demeurant. J'ai jamais compris ce qu'elle faisait. Hein. Jamais compris ce qu'elle faisait. Moi, j'ai écrit des courriers aux ARS sur des sujets très précis concernant notre hôpital, Cochin. J'ai envoyé des mails, etc. Je n'ai jamais eu de retour. Je pense que ces gens-là sont totalement déconnectés. On l'a vu pendant la crise du Covid. Et je crois que s'il y avait une idée de régionalisation de la santé, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais c'est ça qui a été mis en avant, je pense que le ministère pouvait s'en charger tout seul en lien avec les préfectures. Je trouve que l'agence régionale de santé, de mon point de vue, est non seulement inutile, mais même néfaste dans le sens où elle produit des normes. Elle fait partie, avec la Haute Autorité de Santé, des instances qui produisent le plus de normes sur les établissements de santé. Une dernière question, Sandrine, celle de Bernard, je crois. Oui, alors, Michel Alain avait posé une question sur les ARS et vous venez d'y répondre. Donc, je vais passer à la question de Bernard, celle qui fâche. Qu'en est-il de la réintégration des personnels soignants suspendus et de leur indemnisation, ainsi que de l'exigence des vaccinations Covid pour fréquenter les établissements de soins, hôpitaux, cliniques, soit comme visiteur ou comme malade? Bon, alors moi j'ai un avis très personnel sur la question. Je pense qu'il n'aurait pas fallu déjà les exclure. Bon, j'ai toujours été contre l'obligation vaccinale pour les soignants, mais ça c'est encore une fois très personnel. Maintenant, aujourd'hui, la France est le dernier pays de l'OCDE à ne pas avoir réintégré les soignants non vaccinés, ce qui est, de mon point de vue, un scandale, parce qu'on autorise en revanche des personnels, et ça personne ne le sait, donc relayez cette information auprès de vos proches. On autorise une infirmière ou un médecin qui a le Covid à travailler auprès des malades. En revanche, on interdit à quelqu'un en bonne santé qui n'a pas le Covid, au motif qu'il n'est pas vacciné, de venir travailler. Donc c'est une hypocrisie totale. Je pense que ça relève du dogmatisme, pour des raisons politiques probablement. L'HAS vient d'émettre un avis provisoire pour la réintégration des soignés, mais elle vient simultanément de s'en remettre à une consultation publique ou je ne sais quoi. Comme d'habitude, elle refuse de prendre ses responsabilités. Donc pour répondre à votre question, j'ai toujours été opposé, très fermement, je l'ai dit, donc je n'ai pas de difficulté avec ça, à la suspension des soignants non vaccinés, même au début, dès le début. Et alors maintenant, je serais très favorable, bien évidemment, à ce qu'ils soient réintégrés. Le problème, c'est que s'ils sont réintégrés, il y en a très peu qui vont revenir. Il y en a beaucoup qui ont changé de métier, qui sont partis dans d'autres pays, hein, ou alors, non mais c'est vrai, ou qui ont été tellement vexés, de mon point de vue à juste titre, qu'ils ne reviendront pas. On ne gagnera pas grand monde à les réintégrer, c'est juste une question de justice. Et dans l'ensemble, avant de donner la parole à la salle, quelle est votre vision? Bon, on sait, on vous a beaucoup entendu à une certaine époque sur les plateaux télé, mais votre vision de cette politique sanitaire qui a été menée pendant le Covid. En quelques mots, on pourrait en parler des heures, je pense. Mais moi, j'ai un avis qui diffère de beaucoup d'autres médecins. J'ai toujours été très, très fermement opposé au confinement, qui pour moi est une erreur historique. Je pense qu'il y a 3 erreurs historiques ces 20 dernières années. Il y a, de mon point de vue, non, c'est 40 dernières années. 40 dernières années. Il y a la retraite à 60 ans. On ne s'en est jamais remis. Il y a les 35 heures et il y a le confinement. Je pense que le confinement a cette particularité d'avoir été fait un peu partout. Alors que la retraite à 60 ans et les 35 heures, c'est français. Mais je pense que c'est une erreur historique. Bon, c'est très difficile pour moi, parce que je ne suis pas économiste, d'en évaluer les conséquences financières qui, à mon avis, sont catastrophiques. Mais ça, je laisse les experts le dire. En revanche, sur le plan sanitaire, le confinement a été une catastrophe, puisque beaucoup d'enfants sont devenus obèses, les gens ont cessé de faire du sport, les syndromes dépressifs, notamment chez les jeunes, ont été multipliés par 2. Il y a beaucoup de pathologies qu'on n'a plus suivies, qu'on a arrêté de suivre parce que tout a été focalisé sur le Covid. Et d'ailleurs, les patients avaient des grandes difficultés à venir se faire soigner
pendant la période Covid, parce que tout a été focalisé, alors que de mon point de vue, et ça c'est un autre débat, on avait les moyens de prendre tout le monde en charge. Donc je pense que c'est une erreur magistrale qui, en plus, dans l'imaginaire collectif, fait en sorte que les Français, qui sont quand même pas toujours très accros au travail, ont maintenant l'idée, la perception qu'il est possible de rester à la maison tout en touchant son salaire. Je pense que c'est une faute sociétale majeure. Là, on parle du confinement. Maintenant, pour ce qui est du pass sanitaire, du pass vaccinal, j'ai toujours été opposé aussi au pass vaccinal, pas au vaccin, chez les personnes ciblées, mais au pass vaccinal. Je considère d'abord que c'est de la gabegie d'argent public, premièrement. Deuxièmement, quand on a mis en place le pass vaccinal, Omicron commençait à émerger, en tout cas un variant qui était moins dangereux que le premier. Donc on est arrivé trop tard sur la question du pass vaccinal. Troisièmement, pour un médecin, c'est antidéontologique. Qu'un politique mette en place le pass vaccinal, ça le regarde, mais qu'un médecin pousse pour le pass vaccinal, de mon point de vue, c'est honteux parce qu'on a tous prêté le serment d'Hippocrate. On ne doit pas faire de discrimination entre les gens sur un critère sanitaire. C'est comme si moi, je refusais d'opérer un patient au motif qu'il a le sida. C'est exactement la même chose. Donc, trier les gens pour accéder à des activités courantes sur un critère sanitaire n'est pas recevable pour un médecin. Bon. Et enfin, le pass vaccinal, pour moi, a poussé des millions de gens à se faire vacciner pour rien, c'est-à-dire les jeunes. Alors, le pass vaccinal a aussi eu une vertu, il faut aussi le dire, c'est que des gens à risque qui bénéficient du vaccin potentiellement, qui ne l'auraient pas fait, ont été obligés de le faire. Donc ça a poussé à la vaccination, il faut aussi des gens qui, pour le coup, en ont potentiellement bénéficié. En revanche, tous les jeunes, les gens de 30, 40, 50, 60 ans, sans aucun antécédent, ont été, de mon point de vue, vaccinés pour rien. Nous allons passer aux questions de la salle. C'est un sujet qui fait toujours réagir, il fallait en parler à un moment. On en aura parlé. Donc, les questions de la salle. Alors, s'il vous plaît, on vous transmet un micro. Ne tenez pas le micro contre votre bouche, quelques centimètres de distance. Et surtout, s'il vous plaît, voilà, des questions courtes. Vous avez tout compris, monsieur. C'est parfait. À vous la parole. Bon, moi, je vais vous dire un petit peu qui je suis. Je suis l'ancien directeur de cabinet d'Alain Madelin à Idéaction. C'est peut-être un peu pour ça que j'ai été un peu virulent tout à l'heure, mais surtout, j'ai une amie qui a perdu effectivement son cabinet dentaire pendant le Covid parce qu'elle avait un associé cardiaque et que celui-ci a rompu le bail alors qu'elle était depuis 22 ans installée. Donc elle s'est retrouvée sans cabinet et elle a été amenée à travailler dans des centres dentaires. Donc on a regardé ensemble un peu ce qu'étaient les centres dentaires. C'est pour ça que je suis un peu virulent sur le sujet, parce que pour moi, c'est un détournement de la sécurité sociale, très clairement. Et notamment parce que la population qui s'y trouve, c'est quasiment qu'une population étrangère. Notamment AME, ce qui est quand même non négligeable, c'est 2 milliards par an l'AME, il faut savoir quand même. 1,5 milliard, enfin on est plutôt proche de 2 milliards. Hein. Et ce sont des gens donc, qui n'ont pas de droit à l'origine à la sécurité sociale française qui en bénéficient. Alors je pense que pour les soins d'urgence, et le professeur Perramort a raison, il faut accepter tout le monde parce que c'est une urgence vitale. Mais dès que vous êtes dans des bobos ou même de la bobologie, ou bien que vous êtes dans du soin dentaire pas urgent, quand vous avez des gens qui viennent se refaire la bouche complète, moi, j'estime que ce n'est pas normal qu'on puisse prendre par la sécurité sociale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai vu un reportage récemment, j'aime pas Élise Lucet, mais pourtant, là, je lui donne raison. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision, c'était scandaleux. Vous aviez une clinique dans le sud de la France où vous aviez 3 kinésithérapeutes. Vous avez un journaliste qui a fait infiltrer son père dans la clinique comme patient. Et lui s'est fait infiltrer à la sécurité sociale pour vérifier les CPAM. Ben là, j'en suis tombé de ma chaise. 2 choses. D'une part, le praticien hospitalier, enfin pas hospitalier, médical, parce que ce ne sont pas les médecins, hein, les kinés, ce sont des auxiliaires sanitaires, disait qu'il venait 3 fois par jour. Il passait 1 fois par jour et en plus, il ne regardait pas le patient. Le patient, quand il est rentré, était indemne de toute pathologie. Il facturait 3 prestations par jour pendant une durée de 20 jours. La sécurité sociale finançait l'intégralité. On ne vérifie à la sécurité sociale, enfin là c'était la CPAM des Bouches-du-Rhône en l'occurrence, on ne vérifie rien.
vous aviez une liasse comme ça de soins facturés. On coche la première page, on coche la dernière page. Ce sont des milliards à l'année qui partent. Quand on interroge Thomas Fatome, le patron de la Caisse nationale d'assurance maladie, il dit « Ah ben non, on ne fait que des contrôles a posteriori ». Non mais où va-t-on? On est en déficit depuis tellement d'années qu'il faudrait peut-être quand même se relever les manches et dire « c'est fini ». Donc je suis désolé de cette intervention un peu longue, mais je pense c'était qu'elle très long, était... mais très intéressant. Voilà. On va faire réagir le professeur Perromort. Alors sur l'AME, la CMU complémentaire dont vous parlez longuement dans votre ouvrage. Non, bien sûr, il a raison. C'est des effets d'aubaine à la fois pour les patients, notamment étrangers, puisqu'il s'agissait de ça dans l'intervention, mais aussi pour les établissements de santé. Qui est le dindon de la farce? Qui est la vache à lait? C'est la sécurité sociale. Le contribuable. On rembourse, par exemple, je vais donner un exemple, mais la PMA pour toutes. Au-delà de l'aspect idéologique, on a ouvert ce truc-là, qui va donc être pris en charge. Eh bien, du jour au lendemain, moi qui travaille dans un bâtiment de gynécologie, le standard a explosé. Il n'y a aucun critère de sélection, il suffit d'être une femme et d'avoir 18 ans. C'est tout. Et on peut accéder à la PMA. Rembourser ça, c'est un dévoiement d'argent public. Voilà. C'est comme le changement de sexe ou je ne sais quoi. On n'a pas le droit, en théorie, de faire payer par la collectivité les circoncisions rituelles pour motifs religieux, puisqu'il n'y a pas d'interférence entre l'État et, normalement, la sécurité sociale n'est pas, en théorie, tenue de rembourser une circoncision. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui se font circoncire, je connais, c'est ma spécialité, dans des cliniques aux alentours de Paris. Il suffit que le chirurgien, qui est largement co-responsable, coche phimosis, ça veut dire pathologie du prépuce, pour que la sécurité sociale rembourse. Tout ça avec la bénédiction de l'établissement qui fait du cas. Qui paye à la fin? C'est la sécurité sociale. Voilà. Donc des exemples comme ça, il y en a partout. Des effets d'aubaine, il y en a partout. Et donc, moi, je crois que notre système est en train de mourir de cette gabegie. Et que là où on devrait investir, c'est-à-dire sur la recherche, sur le salaire des infirmières, sur les établissements, eh bien, on ne le fait plus parce qu'on n'en a plus les moyens. L'argent part par la fenêtre dans une générosité qui, bien souvent, est indue et relève parfois même de la fraude. Très bien. Une autre question, s'il vous plaît, madame, ici. Attendez, madame, on va vous apporter le micro, madame. Attendez, madame, le micro. Qui pourrait, à moyen terme, changer tout ça? C'est une question politique. Il faudrait un gouvernement qui soit très, soucieux de l'argent public. Quel qu'il soit. Il faudrait qu'il ait ce souci de l'argent public. J'ai 51 ans, je n'ai jamais vu ni un président de la République, ni un Premier ministre être soucieux de l'argent public. Je n'en ai jamais vu. C'était avant. Qu'est-ce que vous pensez alors des deux dernières décisions de Macron, de rembourser les préservatifs et de rembourser les protections féminines? Je pense que ce sont des mesures démagogiques. Il peut y avoir, bien évidemment, parmi les personnes ciblées, des gens dans le besoin, je ne le conteste pas. Mais il faut arrêter de donner des prestations gratuites par la sécurité sociale qui se meurent de ça. De mon point de vue, encore une fois, il faut établir un panier de soins essentiel à la santé des Français, les problèmes cardiaques, l'oncologie, on peut le définir, il faudrait voir ça finement. Mais il faut arrêter en permanence de donner aux gens pour acheter des voix. Et on est quand même le seul pays pendant la pandémie qui a remboursé tous les tests de dépistage Covid, quel que soit le nombre que les gens faisaient, quel que soit le nombre. Vous pouviez faire un test par jour. Qui paye à la fin? C'est les impôts des Français.
Enfin, excusez-moi, c'est peut-être la dette qui paye à la fin pour le moment, parce que manifestement, elle explose. Alors peut-être que le salut viendra d'un taux d'intérêt qui va remonter à 4 ou 5% et que ce sera insoutenable, parce que tout ce qu'on empruntera deviendra trop cher sur le fond, et que peut-être qu'un jour, on sera obligé de s'attaquer à cette dette colossale et donc à nos dépenses publiques. Mais là, c'est le FMI qui malheureusement prendra la main. Une question? Merci, monsieur. Oui, Michel. Je vais essayer d'être court parce qu'on pourrait discuter des heures. Hein. Alors, au préalable, je voulais dire que moi, je participe tout à fait à votre vision de l'hôpital. Il faut sauver l'hôpital public, quoi qu'il coûte quand même très cher. Hein. À un moment donné, c'était 50%. C'était 50% des dépenses de santé. Hein. Bon, je voulais faire une petite remarque puis avoir votre avis là-dessus, parce que vous dites qu'il faut augmenter la participation des usagers, enfin des patients. Hein. Bon, moi, je préférerais qu'on règle le problème de l'organisation, parce que c'est quand même le gros problème de l'hôpital français. Hein. Bon, nous, on paye quand même les cotisations déjà. Bon, les patients, ils payent les dépassements aussi. Hein, parce que 6%, ça ne prend pas en compte les cotises et les dépassements d'honoraires. Parce qu'à l'hôpital, il y a peu de dépassements, mais en ville, il y en a beaucoup. Hein. Donc, faisons attention, parce que je sais à chaque fois comment ça se termine. Hein, on va exonérer, on va faire augmenter le ticket modérateur pour les patients, mais on va exonérer tout un tas de gens pour des bonnes raisons, et puis tout va reposer après sur les classes moyennes, puis en fait, on va tout droit vers une médecine à deux vitesses. On va tout droit vers une médecine à deux vitesses. Mais c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas, oui. C'est déjà le cas. Mais méfions-nous de la médecine à deux vitesses. Mais on y est. Hein, mais ça fait longtemps qu'on est mais dans ça peut être plus grave que ça. Hein. Donc, deuxième type de question, je voulais un peu défendre l'assurance maladie, parce que nous, on était médecin conseil à la Sécu. Hein. Bon, et moi, j'étais la RH, etc. On a vu un peu l'autre côté du problème. Hein. Bon, toutes les prescriptions, mais c'est énorme. Bien sûr. Vous reprochez à l'hôpital d'avoir trop de contrôle, enfin, avoir trop d'administratifs. Oui. Bon, ne faisons pas la même chose avec la sécurité sociale. On ne peut pas mettre un contrôleur derrière chaque médecin, parce que tous les actes médicaux, les transports dont vous parliez, ils sont prescrits par les médecins. Oui. Bon, il faudrait peut-être responsabiliser aussi les médecins. Mais bien sûr, je suis le premier à le dire. Voilà. Je suis le premier à le dire. Voilà. Mais moi, je pense que pour responsabiliser, si je peux me permettre, malheureusement, il faut le faire par le portefeuille. Je ne crois plus 30 secondes au beau discours. Mais ce n'est pas que les patients, quoi. Bon, les patients sont les patients. Mais je suis le premier à critiquer mes collègues. Hein. Donc, je voulais insister là-dessus. Bon, si vous êtes d'accord, c'est très bien. Et puis, vous n'avez pas parlé du numérique à l'hôpital. Parce que moi, je suis patient, comme les autres aussi. On n'arrive plus à vous joindre. Hein, il faut, si on veut, moi j'ai eu récemment un problème de santé à Cochin. Hein, bon, si on veut avoir un rendez-vous, il faut envoyer un courrier ou un mail. On n'arrive plus à avoir le téléphone, etc., etc. Je me dis comment font les personnes âgées qui ne maîtrisent pas le numérique pour avoir accès au réseau. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça s'est totalement déshumanisé. Hein. Les procédures écrites ou numériques ont remplacé en fait le lien humain. Ça, je suis le premier à m'en désoler. Et si on avait les secrétaires, elles sont en 35 heures. Hein, c'est pas suffisant aujourd'hui, vu l'explosion de la demande. On a quand même beaucoup réduit le nombre de personnels, de secrétaires. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on n'arrive pas à en trouver déjà. Parce qu'une secrétaire, elle va être payée 1 400 € pour se faire engueuler par les malades toute la journée. Donc, moi, je suis d'accord pour que les secrétaires passent à 2 000 ou 2 500 €. En revanche, il faut qu'elles travaillent 50 heures derrière. Voilà. Donc, le vrai sujet, il est là. C'est quand, en France, on a troqué, en fait, la qualité par oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, on ne paye pas les gens. On leur dit, vous allez travailler peu, mais avoir les loisirs, tout ça, mais on ne les paye pas en contrepartie, ou vice-versa. Mais moi, je serais pour un système où les gens, vraiment, la valeur travail soit remise au premier plan, que les gens travaillent plus et soient valorisés pour ça. En France, les gens travaillent peu et gagnent peu. Les salaires en France sont très faibles, je le sais. Donc c'est un travail considérable de refonte de la société. Et puis, voilà, il faut s'attaquer à l'administration. Hein, bon, c'est pas possible. On ne peut pas accepter que tous ces gens-là, ils amputent sur le budget de l'hôpital. Il faut arrêter avec tout ça. Il va falloir qu'un jour les médecins ils sortent dans la rue et puis qu'on arrive à limiter ça. Merci Michel. Une autre question, s'il vous plaît. Pardon. Oui, devant et on ira de l'autre côté après. Oui, j'abonde totalement dans votre sens, à savoir qu'en fait, si vous voulez donner de la valeur à quelque chose, il faut lui donner un prix.
Et si le prix est trop bas, ça conduit inévitablement à un système qui conduit soit au gaspillage, soit à la fraude, soit aux deux. Et c'est le sujet que nous avons actuellement. Il ne faut pas multiplier, je dirais encore, des contrôles au niveau, je dirais, des administrations. On en a suffisamment dans ce pays-là. Par contre, à partir du moment où les gens payent, quelque part, ce sont eux qui vont limiter la consommation de soins et s'autoréguler. C'est la seule solution possible. Et je dirais, il y a une responsabilité énorme de vouloir prétendre que les soins, c'est gratuit. Les soins, ce n'est pas gratuit. Des soins de qualité, ça doit coûter, ça coûte cher. Et pour rémunérer des professionnels qui prodiguent un petit peu des soins de qualité, il faut payer. Et là, on arrive à une situation où, de toute façon, on paye. Simplement, on paye d'une manière collective avec des gaspillages et des coulures un peu partout. Et ce système-là, il est ingérable. Et la seule solution, c'est de dire, en fait, voilà, vous voulez une médecine de qualité, vous payez un petit peu... Et effectivement, la seule solution, c'est pour les opérations un petit peu comme vous l'avez forcé. Ça existe partout. Quand vous allez mais il n'y a pas d'autre solution, je dirais. Quand quelqu'un vient. Il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, dans l'Europe du Nord, qui est aujourd'hui considérée, les Pays-Bas, la Norvège, ce sont les meilleurs systèmes de santé. Alors, il faudrait voir dans le détail, je ne connais pas le détail, mais ce sont les meilleurs systèmes de santé au monde. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, quand un patient vient pour se faire opérer, mettons, on lui enlève un rein, pour rester dans mon domaine, eh bien, quand il arrive à l'hôpital, déjà, il verse un acompte. Il verse un acompte. Alors, il y a une franchise, c'est comme quand vous faites faire des travaux il y a une franchise, hein, et après, bien évidemment, donc, il arrive, ça change tout, psychologiquement. Hein. Il verse cet acompte. Et après, oui, en Norvège, par exemple. Et après, lorsqu'il ressort, en fonction de l'assurance, etc., il est remboursé. Voilà. Mais le fait d'avoir... voilà, voilà. Parce que nous, il y a quelques mois, il y a un patient qui est arrivé qui devait se faire opérer le lendemain. Il s'est mis dans son lit. C'est un exemple, c'est anecdotique, mais on a ça, et de plus en plus. Il a commencé à prendre son plateau repas. Il devait être opéré le lendemain matin. 1 heure après, il est parti. Il a dit « je ne suis pas prêt psychologiquement ». C'est quelqu'un qui avait annulé 4, 5, 6 fois son intervention. Et donc ça, c'est quand même le signe d'une déresponsabilisation majeure. Et donc moi, je crois, c'est triste à dire, ça me fait de la peine de dire ça, mais je pense qu'en effet, il va falloir mettre à contribution les gens. C'est très difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, je le sais. Mais néanmoins, je ne vois pas d'autre solution. Une question devant, de ce côté-ci. Oui, monsieur après. Oui. Vous parlez des soins en Norvège. On nous a parlé récemment au Danemark, par exemple, c'était sur un débat ou un sujet de l'immigration, on nous parlait de l'aide médicale d'État. Au Danemark, par exemple, l'aide médicale d'État n'est acceptée uniquement pour des soins d'urgence, voyez-vous. Sinon, mais alors que chez nous en France, on prend toutes les aides médicales d'État. Donc il y a ça, on nous a aussi parlé de passeports santé qu'on délivrait des passeports santé pour que des... Donc, 26 000 par an. Voilà, 26 000 par an, passeports santé qui sont délivrés. Des visas. Des visas, oui, des visas. Ce qu'il faudrait savoir, c'est la part dans ces dépenses de santé. Est-ce qu'on peut avoir la part de l'AME, la part de ces gens qui viennent et qui ne payent pas Ce qui coûte le plus cher, moi je ne connais pas la part, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de tabous, les chiffres ne sont pas officiels, etc. Donc je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, et vous allez tomber de votre chaise, c'est que ce qui coûte le plus cher, notamment pour les urgences, ce n'est même pas les gens qui ont l'AME. C'est ceux qui n'ont pas de papier du tout. Et ça, ce n'est pas quantifié. Ouais. Ils n'ont pas de papier du tout. Ils viennent. C'est un peu quantifié quand même, notamment par le biais des infractions SNCF et... Oui, mais à l'hôpital, par exemple... Je ne sais pas. C'est ceux qui coûtent aux urgences. Aux urgences. Madame, monsieur là-bas, oui, encore 2 questions et rencontrons celle-ci. Ma question, je crois que vous y avez peut-être déjà répondu, c'était dans les pays occidentaux développés, Europe, Amérique, etc., quel est le système de santé qui vous paraît
être le mieux, dont on pourrait s'inspirer pour... Je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est déjà très compliqué pour moi de comprendre le système français. Je le dis très modestement. Hein. Je suis qu'un témoin de l'hôpital et ce que je raconte, c'est ce que je vis au quotidien. Mais connaître déjà toutes les stratégies, l'organigramme de la santé en France, c'est une catastrophe. Bon. Donc parler des autres pays, je ne peux pas le faire. Ce que je sais, c'est que je ne cautionne pas du tout le système américain, oui, qui consiste à laisser sur la touche les gens qui n'ont pas d'argent. Oui. Mais je ne cautionne pas non plus ce qui est devenu le système français, oui, qui consiste à jeter par la fenêtre. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Ce juste milieu doit exister. Vous avez mentionné les Pays-Bas. Vous m'avez mentionné les Pays-Bas, il m'a semblé. Les Pays-Bas, aujourd'hui, quand vous lisez les classements des systèmes de santé, mais dont je le connais mal la méthodologie, figurent régulièrement en tête des meilleurs classements de santé. L'augmentation du prix de la consultation. Très bonne question. Que pensez-vous, si ça n'a pas été entendu? Alors moi, j'ai encore une vision assez personnelle là-dessus. Moi, je crois que chaque médecin généraliste devrait pouvoir, s'il le souhaite, avoir des dépassements d'honoraires. Voilà. Parce que ça fait 20 ans à peu près que les nouveaux médecins généralistes sont bridés sur le secteur 1, à 25 € la consultation, qui selon moi est une honte nationale, une de plus. Je pense que s'il y a des médecins, parce qu'ils sont dans un bassin de population qui est très précaire, etc., et qui, eux, souhaitent rester à 25 € et c'est leur choix, ils l'assument, il n'y a pas de problème. Mais je pense que chaque médecin doit pouvoir, lui, demander des dépassements d'honoraires. On supprimerait la distinction entre secteur 1, 2 et 3. Il y aurait un tarif de remboursement sécurité sociale que moi je mettrais beaucoup plus haut que 25 à titre personnel, peut-être 40 ou 50, j'en sais rien, il faut l'étudier parce que bon, ça coûte cher aussi à la Sécu, donc c'est des choses qu'il faut voir finement. Mais surtout, j'octroierais à chaque médecin général la possibilité d'exercer des dépassements d'honoraires. Je pense que ça, c'est un gros problème de notre... C'était l'avis de Freud. Ah. Oui, à l'époque, il n'avait pas de ces problèmes-là. Oui, Sandrine, une dernière question, s'il vous plaît. J'ai une dernière question à vous poser. Vous parliez des États-Unis. Les États-Unis font une chose que nous, on n'a jamais fait en France, et je pense que dans cette salle, on peut tous quantifier nos pharmacies avec des boîtes de médicaments à n'en plus finir, alors qu'aux États-Unis, quand vous avez un traitement, on vous donne le nombre de médicaments indispensables pour votre traitement. On commencerait en France par utiliser ce système, on démarrerait déjà par un nombre incroyable d'économies. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore attaqué ce problème-là? D'autant que ce que dit madame, ça fait des années qu'on en parle. Bien sûr, bien sûr. Bon, je pense qu'en France, il y a beaucoup de corporatisme, de lobby. Et je pense qu'entre l'industrie pharmaceutique, parce que là aussi, on n'en a pas parlé, mais là, il y aurait des choses à dire sur l'industrie pharmaceutique qui se porte bien. Et puis les pharmaciens. Les pharmaciens, c'est une corporation qui est assez puissante. Moi, j'ai rien contre eux, mais ils sont quand même très, très puissants. On en a beaucoup parlé au cours de cet entretien. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, pour résumer, s'il y avait une mesure, une seule à prendre, Michael Perromort est demain ministre de la Santé en France. Que fait-il? Je réformerai la sécurité sociale et j'instaurerai un panier de soins pris en charge à 100% pour toute la population, quels que soient ses revenus. Et je laisserai un reste à charge pour les soins dits de confort ou moins essentiels. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup.